Je ne sais pas s'il est opportun ici de me référer à la première rencontre de mon père et de M. Yersin. Elle date de août-septembre 1904. Mon père, médecin colonial, était à Saigon et reçoit tout d'un coup sa désignation pour les chantiers des chemins de fer de Haut-Tonkin. Il prend le bateau qui faisait le cabotage le long de la côte de l'Annam. Et voilà ce qu'il a écrit. Le soir du départ, tandis que j'attends la fermeture du fumoir pour aller m'allonger sur une de ces banquettes, car il n'y avait plus de cabine disponible au dernier moment et on lui avait offert une banquette du fumoir. J'aperçois sur le pont un passager resté à l'écart, qui, en voyageur expérimenté, dispose sur le panneau de la cale un petit matelas et une moustiquaire. De taille moyenne, mince et alerte, il retient l'attention par son clair regard pénétrant. Je me renseigne, c'est le docteur Yersin, qui se rend à Niatran, sur la côte d'Annam. Je n'ose l'aborder, tant il met de soin à se soustraire à toute conversation. J'observe à la dérobée cet homme, célèbre et déjà légendaire, sans me douter de la place qu'il prendra quelques années plus tard dans ma vie et dans mon affection. Mon père était à la plantation des VA de Chouyao, avant d'aller à l'Institut Pasteur de Niatran. J'étais là, c'était avant la Première Guerre mondiale. Je me souviens très bien qu'il venait, qu'il parlait longtemps avec mon père, avec ma mère. Moi, pas beaucoup, mais je le voyais toujours avec son éternel costume kaki et son chapeau de toile piquée. On est un peu décontenancé parce que cette personnalité était habillée d'une manière extrêmement rustique, nous dirons. Voilà. Et alors, mais ce qui était frappant, c'était son regard. Et on sentait le monsieur vraiment très observateur. Monsieur Yersin, il était petit. Il avait un visage, comme dit Jacques Vétos, il avait un visage de... Je sais pas, on trouvait en lui tout de suite, je connaissais son histoire, évidemment, la rigueur calviniste, le rationalisme cartésien, et puis cette extraordinaire sensibilité, cet affectif extraordinaire qu'il a retrouvé dans la population annamite. Yersin tout seul, c'est trop sec. Et ça ne répond pas du tout aux relations que j'ai eues avec lui. Alexandre, son prénom, j'ai longtemps ignoré qu'il se prénomma Alexandre. Et nous l'appelions toujours Monsieur Yersin. Ma mère nous disait, Monsieur Yersin arrive de Niatran ce soir. De même d'ailleurs que dans la famille pasteurienne où j'ai vécu, on ne parlait que de Monsieur Roux et Monsieur Calmette. Il a quitté l'Allemagne, il a fini ses études, si j'ai bien compris, ses études en Paris, parce qu'il trouvait que la clinique française était, à cette époque-là surtout, beaucoup plus intéressante.
Dans un des bouquins, la boubérique, il a été envoyé par l'Institut Pasteur chez Robert Koch. Il ne m'a jamais parlé de la peste, jamais, absolument jamais. Il m'a parlé quelquefois des allusions à son travail sur la diphtérie avec M. Roux, mais de la peste, il ne m'en a jamais parlé. Que l'éducation qu'il avait reçue, son naturel probablement aussi, le poussait à une très grande discrétion, une très grande civilité. Il a fini ses études à Paris, il avait quand même vécu dans beaucoup de milieux, avec beaucoup de contacts sociaux, participé et présent dans le laboratoire de Pasteur. C'était pour un jeune médecin, c'était une chose exaltante. Il y avait de quoi vraiment fixer une carrière. Non. Un beau jour, il est parti. Nous avons fait à l'Institut Pasteur de Ségon un grand repas très amical, au cours duquel je me suis permis de lui demander pourquoi il avait quitté M. Pasteur et pourquoi il était allé comme médecin dans les messageries maritimes. Et il m'a répondu très simplement que c'est parce qu'il avait envie de prendre l'air et puisqu'il en avait assez de voir qu'on contrôlait ses étiquettages de cage tous les soirs. Il voulait s'embarquer comme médecin de la marine. Or, la ligne de l'Indochine, Marseille, Saigon, Hanoï, était le grand voyage, la grande ligne. Et puis il est resté, il a été frappé par la beauté du pays auquel il abordait, et l'explorateur est né en lui. Souvent j'ai pensé, mais comment se fait-il qu'il soit venu là? Il était tout simplement très curieux. Il aimait la vie, il aimait la nature. Il était curieux de tout, il voulait tout savoir. Il savait en vérité beaucoup de choses. Car il a, je crois, touché un peu à tout. Là où il y avait des malades, là où il y avait un manque de culture, un manque de ressources, immédiatement, il réagissait dans le sens positif d'un apport au développement, au bien-être, au bonheur des populations. Est une maladie contagieuse, épidémique, due à un bacille, le cocobacille de Yersin. Donc il s'agit bien sûr de la peste bubonique, le problème de la peste pulmonaire étant totalement différent, et il s'agit également surtout de l'épidémie, la grande pandémie de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Yersin, lui, a travaillé à Hong Kong dans de très mauvaises conditions. Il était à peine toléré. Il travaillait dans une paillote et il soudoyait les fossoyeurs pour déterrer les cadavres et ponctionner le bubon. Le germe se développe, envahit le ganglion dans le territoire lymphatique correspondant. Ce ganglion grossit, donne le bubon, puis la maladie se généralise et ça ne dure pas très longtemps. On ne voit pas le malade. On arrive quand il est mort. Il y a eu, comme dans toute vie d'ailleurs, une série de rencontres absolument inouïes. Que Yersin se soit trouvé au Tonkin, tout proche de Hong Kong où sévissait la peste, ayant dans les doigts toute la technique pasteurienne qui faisait de lui l'homme de choix, celui qu'on aurait envoyé à tout prix, qui était sur place.
la polémique Pasteur-Koch, qui est la même peut-être un petit peu que celle de Montagnier-Gallon en ce moment, lui ne l'a jamais alimenté pour la peste, n'est-ce pas? Ah ouais, exactement. Jamais. Il restait tout à fait impassible. Toutes les bagarres qu'il y a eu pendant quelque temps, des contestations. Des gens qui appelaient c'est le bacille de Kitahako, ou bien c'est le bacille de Kitahako-Yersin, ou c'est le bacille de Yersin, ça a duré des années. Oui. Mais lui n'a jamais réagi, il n'a jamais alimenté la polémique. Non, ce qui est admirable dans l'histoire de la peste, c'est qu'il a fait ça dans des conditions extraordinairement rustiques. Hein. Alors que les Japs, avec l'accord tacite des Anglais, avaient un bateau avec tout le matériel à bord, lui il était venu avec son autoclave et son four Pasteur, et puis il s'est débrouillé tout seul, avec des moyens extrêmement rustiques, c'est vraiment de la tête. Hein. Ce qu'on a appelé le bacille de Kitasato, c'était un pneumocoque. Mais pendant plus de 50 ans, on a appelé le bacille de Kitasato, à la limite le bacille de Kitasato-Yersin, et ce n'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale qu'on a réellement affirmé que le seul bacille de la peste était bien celui d'Yersin, qu'on n'appelle plus Pasteurella pestis, mais Yersina pestis. Paul-Louis Simon avait déjà été confronté avec la peste. En 1897, M. Roux lui a demandé de rejoindre l'Inde pour expérimenter le sérum de l'Institut Pasteur contre la peste. Il connaissait Yersin, puisque Yersin était en Inde avant lui, qu'il a succédé à Yersin en Inde, et à Bombay d'abord, à Kutchmanvi ensuite. Il a observé une lésion chez les pesteux qui était connue, qu'il a appelée la phlyctène précoce. C'est une petite pustule qui se trouve sur l'avant-bras ou sur la jambe et qui, à lui, le premier, a évoqué la piqûre d'un ectoparasite. Effectivement, si on crève cette pustule et qu'on étale la sérosité sur une lame et qu'on la colore, il s'est aperçu que presque toujours, elle était bourrée de bacilles de Yersin. Cette notion de piqûre par un insecte, que ce soit pour la peste, que ce soit pour le paludisme, que ce soit pour d'autres maladies, est une notion qui date de la fin du siècle dernier, et c'était une révolution dans le monde scientifique. La peste de Hong Kong, d'un seul coup, lui a donné la renommée, mais ne l'a pas arrêté pour autant. C'était un épisode dans sa vie. Tant d'hommes vivent toute une existence sur une découverte, sur une réussite heureuse. Pas lui. Il a acheté cette grande surface de Shuyao à 10 ou 12 km de Nha-Trang, n'est-ce pas, au confluent de deux rivières, parce qu'il y a eu un problème après la découverte du germe de la peste. Il a fallu faire du sérum antipesteux. Là, il avait une centaine de chevaux, mais alors ces chevaux, il fallait les nourrir. Et tous les matins, les types arrivaient, il y avait une cinquantaine de coulis qui venaient avec de l'herbe coupée le long des rizières pour donner aux animaux. Il n'y avait pas de prairie, il n'y avait pas de pâturage, rien du tout. Nha-Trang, c'était une dune. Après, il a commencé à faire des plantations des VA, et il a mis ça au Langbian et à Dran. M. Yersin avait fait venir des ingénieurs agronomes, des chimistes, et alors ils ont travaillé à fond la question de la récolte du latex
et sa transformation en caoutchouc. Il était très rigoureux dans son travail. Hein. Je vous dis, je vous répète, ça surprend extraordinaire que type, on lui aurait donné son sou, quoi, avant c'était extraordinaire, qui voyait tout avec énormément de rigueur. Hein. C'était parfait. Chaque fois qu'il faisait quelque chose de nouveau, il était heureux quand ça réussissait. Mais quand ça ne réussissait pas, il disait, eh bien, je recommencerai. C'est ce qu'il a fait pour les quinquennats. Ça a été difficile au début. Il a commencé par le Homba et puis ça n'a pas marché. Et il a continué avec Drent, Girine, tout cela sur le chemin de Dalat, où ça a très bien marché. Mon père l'accompagnait partout pour ces choses-là. Au-delà de tout cela, il y a eu cet amour de la dame, de ce pays où il se trouvait, et cette extraordinaire fécondité d'esprit qui l'a amené à tout faire pour l'amélioration du pays. Le cheptel, le quinquennat, le caoutchouc, les ressources économiques auxquelles il pensait aussi bien qu'aux besoins sanitaires. En 1933, après la mort presque simultanée d'Émile Roux et d'Albert Calmette, M. Yersin, à cette époque, a été appelé à Paris comme membre du conseil scientifique de l'Institut Pasteur. Il eût été le candidat désigné à la succession d'Émile Roux et d'Albert Calmette, mais il n'était pas question de demander à M. Yersin de quitter Niatran et son Indochine. Fin février, M. Yersin, c'était pratiquement terminé. Il était allongé sur un lit extrêmement rustique. Et alors, il haussait la tête, il m'a dit, haussait la tête plutôt. Il m'a dit, M. Vitos, c'est terminé. Alors, j'ai dit, enfin bref, on essaye de calmer un peu l'angoisse. Enfin, c'était net à ce moment-là. On lui a fermé les yeux, M. Jacotot lui a fermé la bouche parce que c'était beaucoup mieux, c'était l'habitude. Nous allions à Niatran pour les vacances. J'accompagnais mon père à l'Institut Pasteur. Nous allions voir M. Yersin dans son bureau. Et il nous a fait visiter les laboratoires, l'ensemble de la maison, les vérandas, ce blocos qu'il avait fait construire, ce véranda avec des volets énormes et des barres de fer pour empêcher les dégâts causés par le typhon, car le golfe de la Namme était exposé à des typhons violents. Il avait fait mettre une coupole avec un télescope sur sa maison qui était un ancien bunker. Il m'y avait amené, me faisait regarder le ciel à la lunette astronomique en m'expliquant les étoiles. Il faut que je vous parle un petit peu de nos séjours au Homba. Cette montagne qu'il avait découverte et qui était au-delà de Niatran et de Foran, à 1500 mètres d'altitude. On mettait 4 ou 5 heures pour y monter, soit à cheval, soit en palanquin, soit en chaise à porteur. Et c'était dans la jungle, dans des sentiers pleins de sangsues, de serpents, de choses comme ça. Et on arrivait là-haut, il avait fait construire des chalets de bois, très très jolis, qui ressemblent un petit peu à des chalets suisses d'ailleurs. Et là, on était très bien. Son chalet était très grand, un peu loin du nôtre, pas très loin, 100 mètres peut-être. Et de temps en temps, quand j'étais petite fille, je me glissais pas trop loin, je le voyais toujours à travers les vitres. Je le voyais en train de travailler à son bureau, dans son grand chalet. Quelquefois, je le rencontrais. Et c'est l'époque où il me disait
prête-moi tes bécassines, je te prêterai mes Jules Verne. Et c'est ce que nous faisions. Il était très intéressé par Bécassine et moi par Jules Verne. Mes souvenirs authentiques sont liés à quelques événements. Par exemple, celui qui est resté pour moi le plus frappant et qui m'a révélé vraiment M. Yersin, est celui de l'opération amygdalienne dont j'ai été l'objet, pour lequel mon père avait obtenu que l'opération ait lieu à domicile. J'étais là, je suppose, dans un état d'esprit un peu morose. Quand M. Yersin est apparu, il est arrivé la veille au soir. Il a tiré une chaise près de la table, il s'est assis à côté de moi et, sortant la grosse montre qu'il avait dans sa poche, il m'a expliqué le fonctionnement, l'ouvrant pour moi, me donnant tous les détails, avec le souci, je l'ai compris plus tard, de me distraire jusqu'au bout. C'est ce jour-là, je crois, que j'ai compris tout ce que M. Yersin pouvait, sous des dehors si abrupts quelquefois et difficiles, receler d'affectivité et de tendresse. Il était tellement timide qu'on disait qu'il était sauvage. Mais ça n'était pas le cas. Mais je pense ne pas me tromper en disant que les gens, c'était surtout les indigènes. C'était surtout les habitants des pays nouveaux qu'il visitait. Et c'était ça qui le passionnait le plus. Parce qu'au fond, les gens comme nous, il en avait déjà vu beaucoup. Ce mélange incroyable d'audace, d'absence de timidité vis-à-vis de toutes les populations d'Annam qu'il fréquentait, avec lesquelles il travaillait, ni d'aucune des tribus qu'il avait explorées auparavant. Il n'avait rien à en redouter, sauf physiquement, s'il avait été victime d'une agression. Mais c'est là que son courage intervient, il ne s'en souciait pas. Mais l'atteinte à sa personnalité, dans la confrontation et le colloque que suppose le contact humain, ça lui est insupportable.